Salut la brigade, bienvenue dans la vidéo sur le ratio PEG. Donc PEG, ça veut dire Price Earnings to Growth. C'est une vidéo qui fait partie d'une suite sur les ratios boursiers. Donc si les autres ratios boursiers vous intéressent, n'hésitez pas à regarder cette description. Vous trouverez la playlist avec les vidéos dans l'ordre. Vous pouvez également suivre sur le site. Il y a une fiche résumée pour chaque ratio, donc n'hésitez pas à tout télécharger. Tout est gratuit, même la présentation. Voilà, je prends même pas votre email, pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? En 1, on va voir le PEG, c'est quoi? En 2, on va voir les calculs du PEG, à quoi sert le Price Earnings to Growth, les inconvénients et les limites de ce ratio, ce que Peter Lynch il en pense, à savoir que c'est lui qui l'a inventé, et où on peut trouver le ratio PEG. Donc, numéro 1, le PEG, c'est quoi? Alors, c'est un ratio qui détermine la cherté d'une action ou d'une entreprise en prenant en compte la croissance. Donc vous vous rappelez qu'un ratio qui détermine la cherté d'une action entreprise, c'est très proche de la définition du PER, pour une bonne raison. Donc PEG signifie Price Earnings to Growth. Si on devait le traduire en français, on pourrait peut-être l'appeler le ratio court-bénéfice sur la croissance. Voilà, ce serait une traduction littérale de ce que ça veut dire. Le PEG est une version améliorée du PER, Price Earnings Ratio, d'une entreprise. Il corrige, donc en français c'est le ratio court-bénéfice, PER. Il corrige le problème du PER qui peut faire apparaître une entreprise avec une plus grosse croissance estimée comme surévaluée. Donc les différents types de PEG, calculés sur les résultats du passé, donc sur une période donnée, ou calculés sur les prévisions d'analystes, donc avec un degré d'imprécision. Prévision, c'est pour le futur. Alors voyons tout de suite les calculs du PEG en passant par le calcul classique. On a PEG égale PER divisé par taux de croissance du BNA. Donc vous voyez qu'on retrouve le PER dans le calcul du PEG. Price Earnings Ratio. Et le BNA, c'est le bénéfice net par action. Il y a 2 vidéos sur chacun des ratios. Si vous les maîtrisez pas trop ou que vous ne savez pas trop ce que c'est, vous pouvez aller les voir si vous avez envie. Ça solidifiera vos connaissances avant de continuer sur le PEG. Alors, le taux de croissance du BNA. Attention, car le taux de croissance du BNA peut être sur les 12 prochains mois, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, etc. Donc l'interprétation que vous devez avoir du résultat du PEG change donc en fonction de la durée sous-jacente du taux de croissance qui vous est présenté. La durée sous-jacente, c'est, voilà, vous voyez, je l'ai souligné, j'ai souligné les durées. Donc c'est les différentes durées sous-jacentes. Alors plus la durée elle est longue, plus vous devez vous méfier du résultat du PEG. Pour une raison logique qui est que toute prévision allant trop loin dans le futur devient de plus en plus spéculative. Il vous incombe de bien faire vos recherches sur la validité de ces estimations de croissance. Alors, où trouver justement le taux de croissance du BNA, parce que c'est bien de savoir que c'est dans le calcul et tout, mais concrètement, où on le trouve? Alors, vous pouvez le calculer vous-même et faire vos propres prévisions par rapport peut-être au BNA passé, même si c'est pas nécessairement recommandé. Je vous invite à voir la vidéo sur le BNA. Il y a Phil Fisher qui parle. Il parle pas dans la vidéo, mais je l'ai cité sur des petits trucs qu'il dit par rapport aux performances passées. Les prévisions d'analystes sont trouvables sur différents sites de news et agrégateurs. Mais pour avoir accès à des rapports d'analystes, il faut la plupart du temps payer. J'ai pu trouver quelques sites, j'essaierai de les ajouter dans la description. Si vous avez des sites où on peut trouver ce genre de données gratuitement, n'hésitez pas à le partager. Mais voilà, en général, vous trouverez sur les sites d'analyse de temps en temps la mention, estimation, etc. Si vous creusez un petit peu, vous arriverez à le trouver peut-être gratuitement certains rapports sur un site, voire même sur le site de l'entreprise. L'entreprise elle-même peut faire des prévisions. Donc vous pouvez trouver ça sur le site de l'entreprise. Vous tapez par exemple nom de l'entreprise, investisseur ou investors si l'entreprise n'est pas française. Et vous avez des fichiers, plein de données qui sont réservées aux investisseurs que vous pouvez regarder, vous pouvez fouiller. Et voilà, peut-être qu'il y a des précisions, des documents qui concernent les prévisions sur l'évolution du BNA. Alors, le deuxième calcul, le PEG avec dividende inclus. Là, on aurait PEG égale PER divisé par taux de croissance du BNA plus rendement du dividende. Parce qu'en fait, certaines entreprises versent un dividende. Donc si on oublie cette partie sur le dividende, alors que ça comporte une grosse partie du rendement d'une entreprise,
bah, on la défavorise par rapport à d'autres entreprises. Alors un exemple, les transats de Socrate. J'ai été très créatif là. Alors voilà les différentes données des transats de Socrate, et on va s'amuser à calculer le BNA. Donc BNA, résultat net divisé par nombre d'actions, 2 923 320 divisé par 1 547 942, égale 1,89 euros. Ok. Donc rendement du dividende égale 2,70 fois 100 divisé par 35 égale 7,71%. Ça provient juste des données du tableau précédent. Maintenant, si on fait le calcul avec le taux de croissance et le rendement du dividende, on a 18,52 divisé par 9% plus 7,71% égale 1,11. Voilà, donc on va essayer de comprendre maintenant cette valeur, comment il faut interpréter ce 1,11. Alors à quoi sert le PEG? À définir si l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée. Vous avez peut-être l'impression que je me répète, hein. Le PEG permet de déterminer la cherté d'une action ou d'une entreprise en prenant en compte la croissance. Le ratio PEG nous permet de comparer la croissance attendue en fonction de l'estimation choisie avec le prix actuel de l'action. Donc cela nous permet de voir si le prix inclut la prévision de croissance choisie. Donc quand je dis le prix, c'est le prix de l'action, le prix auquel vous pouvez acheter une action. Le PEG ratio permet en partie de répondre à ces questions. Est-ce que les investisseurs sont trop optimistes à propos de l'action? Est-ce que la croissance attendue est reflétée dans le prix de l'action? Etc. Donc si on a un PEG qui a un résultat de 1, ça veut dire que l'action a un prix normal. Les estimations reflètent les mêmes que la croissance attendue. Pourquoi? Le PER, numérateur en haut, c'est une estimation du potentiel de l'entreprise, et le taux de croissance, dénominateur en bas, représente la croissance attendue. Donc si PEG égale 1, estimation égale taux de croissance, le prix est bien situé. Maintenant, si le PEG il est inférieur à 1, ça veut dire que l'action elle est sous-évaluée. Les estimations PER sont inférieures à la croissance attendue, taux de croissance du BNA. Donc si PEG inférieur à 1, les estimations sont inférieures au taux de croissance, donc le prix est bon marché, action sous-évaluée ou à acheter. Si le PEG est maintenant supérieur à 1, ça veut dire que l'action est surévaluée. Les estimations PER sont supérieures à la croissance attendue, donc le taux de croissance du BNA. Donc si PEG supérieur à 1, les estimations sont supérieures au taux de croissance. Excusez-moi, le prix est cher, l'action est donc surévaluée, dans certains cas à vendre. Donc un ratio est un indice, c'est pas une preuve. Voilà, je vous le répète parce que là je vous dis il faut acheter ou il faut vendre. Non. Vous pouvez pas faire une analyse basée que sur un seul ratio, c'est dangereux. Voilà, c'est une pratique. Vous pouvez pas vous permettre de prendre votre décision basée sur un seul ratio. C'est pas possible. Voilà, c'est juste, ne faites pas ça. C'est autant prendre une pièce et tirer à pile ou face. Voilà. Euh, donc, revenons au transat de Socrate. Maintenant, je vais vous poser une question, voir si vous avez bien suivi. Si on prend donc la valeur du ratio PEG de 1,11 des transats de Socrate, les transats de Socrate est sous-évalué, réponse A, normal, réponse B, ou surévalué, réponse C. Surévalué, tadadada, surprise, hein. Voilà. Et si maintenant on va passer à la balance qui va vous permettre d'interpréter un petit peu qu'est-ce qui fait varier le résultat du PEG. Donc on a le PER et on a la croissance du BNA en pourcent. Vous voyez que j'ai pas mis du rouge ici, c'est pas parce que le PEG augmente que c'est forcément nécessairement mauvais. Donc si le PER augmente, le PEG augmente aussi. Et on avait vu dans le PER que c'était pas nécessairement une mauvaise chose quand le PER augmente. Ça dépend de la raison. Pareil, si la croissance du BNA elle est revue à la baisse, ou elle a diminué dans le passé, bah, ça fait augmenter le PEG. Inversement, maintenant, si le PER diminue, le PEG, pareil, il diminue. Et la croissance du BNA en pourcent, si elle augmente, le PEG, il diminue. Un PER qui augmente ou une croissance du BNA qui diminue n'est pas nécessairement un mauvais signe. Ok, donc n'hésitez pas à faire plus de recherches, à comprendre le pourquoi en fait. Pourquoi ça augmente, pourquoi ça diminue, qu'est-ce qui cause ça. Alors, le PEG, c'est le lien entre le prix, le BNA
et la croissance. Le ratio PEG a l'avantage par rapport au PER d'inclure la croissance attendue dans son calcul. On a donc ici un ratio qui fait le lien entre ces trois variables, prix d'une action, bénéfice par action et croissance attendue. C'est donc un outil sympa pour l'investisseur. Inconvénients et limites du PEG. Tous les PEG ne sont pas égaux. Vous voyez, j'ai mis un petit avion papier et un avion, un vrai. Et on sait bien qu'ils ne sont pas égaux. L'avion papier est bien plus intéressant. Alors là, on a deux entreprises, Tomate Atomique et Carotte Atomique. Ok, donc on a les valeurs suivantes. Et vous voyez que le PEG, est-ce que sur l'une de ces entreprises a l'air meilleur si on se base sur le résultat du PEG? Bah non, parce qu'ils ont tous les deux un ratio PEG qui est égal. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut toujours faire plus de recherches derrière. Je vais vous montrer pourquoi. Tomate atomique ayant un PER faible par rapport à carotte atomique pourrait être favorisée. On se dit, ah ben elle est sous-évaluée, le PER est faible. Voilà, si vous investissez dans la valeur, peut-être que en fonction de votre stratégie, c'est des choses que vous allez regarder. Or, carotte atomique, avec assez de temps, devrait, selon les prévisions, donc c'est important de noter selon les prévisions parce que ça ne peut pas toujours se passer comme ça, produire un meilleur rendement grâce à la croissance du BNA prévue de 40% par an pendant 10 ans. Donc les 40%, on les retrouvait dans le tableau juste précédemment. Donc voilà ce qui se passerait au fil des ans. Donc on voit qu'au bout de je pense que ça va être la 8e année ici, bah, carotte atomique dépasse tomate atomique. Et voilà, c'est la fin pour tomate atomique. Vous avez vu la petite carotte qui est partie en montant là? Je suis fier de mes animations, franchement. Alors, utiliser le passé pour prédire le futur. Donc on passe d'une bougie à une ampoule à un canard en plastique. Et là on voit que ça marche plus. Ok, c'est plus le même usage. C'est plus pour la lumière. Le ratio PEG utilise parfois des données du passé pour prédire le futur. Benjamin Graham dirait l'avenir est incertain. Et en effet, performance passée ne veut pas dire performance future. D'ailleurs, il va vous le dire, Benjamin Graham, l'avenir est incertain. Je vous le répète parce que c'est important que ça c'est important comme phrase. Elle est courte, mais c'est important. Et dit-il d'un ton pince sans rire. Voilà, c'est la façon dont il le disait à l'époque quand il apprenait à ses étudiants. Euh, alors, un événement inattendu, une nouvelle loi, un cycle économique qui va mal, un scandale, etc. Tant de choses peuvent se passer. L'entreprise fait face à tellement de facteurs qui peuvent mal tourner dans le futur par rapport à son passé que vous devez interpréter ce ratio avec une pincée de sel. Une entreprise qui a mal performé dans le passé peut soudain très bien performer, et vice-versa. Vous pouvez donc parfois avoir quelque chose de précis et parfois quelque chose de complètement faux. Phil Fisher qui dit accorder trop d'importance aux extrapolations des performances passées plutôt que d'évaluer l'environnement courant le plus à même de dicter la croissance future des bénéfices pourra coûter très cher. Donc il faut bien être conscient de ce que vous faites par rapport à ça. Il ne faut pas porter trop d'attention aux statistiques du passé. C'est des citations qui sont tirées de son livre Actions ordinaires et profits extraordinaires. Je vous recommande la lecture que si la sélection d'actions, ça vous intéresse, et dans le sens analyse fondamentale, il choisissait des actions de croissance, Phil Fisher. Voilà. Alors, le PEG varie en fonction des sources. Vous voyez que je suis de plus en plus créatif avec mes animations. 3 sources, 3 couleurs différentes. Magnifique. Pour la même entreprise, le résultat du PEG peut grandement varier d'une source à l'autre. Cela dépend des prévisions de croissance utilisées pour le calcul. Par exemple, la croissance sur 1 an ou sur 3 ans. Ok. Donc, le PEG ne fait pas tout, et surtout pas le café. La taille d'une entreprise peut avoir une incidence sur le PEG. Par exemple, de grosses entreprises bien établies auront un PEG plus faible, mais peut-être verseront-elles un dividende. De plus petites entreprises ou startups auront peut-être une belle prévision de croissance, il y a une faute, il n'y a pas de S, mais sans verser de dividendes. C'est la même chose pour les entreprises dites cycliques. Le PEG et PER peuvent envoyer de faux signaux. Une cyclique, en haut de cycle, elle pourrait avoir un PER et un PEG, un PEG faible, mais pourtant ses bénéfices sont au plus haut. Alors que lorsque ces bénéfices auront chuté, donc les cycliques, c'est les entreprises qui, pendant 5-10 ans, vont bien, et après, bah, elles ont une chute. C'est souvent le cas pour, en tout cas aux États-Unis, l'industrie de l'automobile. Donc,
alors que, je reprends au troisième point, alors que lorsque ces bénéfices auront chuté, le PEG et PER seront peut-être plus élevés, et en général, c'est à ce moment qu'il faut acheter. Hop, alors, Peter Lynch, qu'est-ce qu'il pense du ratio PEG? Peter Lynch utilisait beaucoup le ratio PEG qui, selon lui, effaçait les problèmes liés au PER. Si par exemple deux entreprises ont le même PER, que l'une a une croissance de 10% et l'autre de 3%, il devient plus clair que l'entreprise avec 10% de croissance serait potentiellement un meilleur investissement. Ça provient de son livre Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Alors, où trouver le PEG? Bah, vous le trouverez sur le site anglais de Morningstar dans l'onglet Valuation. Voilà, selon mes recherches, le ratio PEG de Morningstar, il semble être calculé en fonction des données historiques sur les 5 années précédentes. C'est à confirmer, j'ai pas pu trouver précisément l'information. Ils le disent jamais sur les sites d'analyse, ce qui est très chiant. Voilà. Je l'ai pas trouvé non plus sur les autres sites d'analyse, donc si vous voulez le trouver tout prêt calculé, il va falloir aller sur le site anglais de Morningstar. Sinon, vous pouvez le calculer avec on va essayer de le calculer en fonction des documents financiers là, de LVMH. Donc je vais passer sur mon écran et on va essayer de le calculer ensemble, voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, dans les documents financiers, j'ai été directement sur le compte de résultat. Donc on va essayer de calculer le PEG. Donc ça sera des calculs plutôt court terme là, parce qu'on n'a pas les données pour faire trop du long terme. Donc, je suis allé directement sur le compte de résultat. Donc, il ne vous donne pas forcément dans les états financiers les croissances et les prévisions. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez utiliser les données du passé pour voir un petit peu déjà comment ça a évolué. Donc là, par exemple, si on prend le... Donc là, ça, c'est l'équivalent du BNA, hein. Résultat net par du groupe par action après dilution. Donc c'est le BNA après dilution. On va utiliser ces données par simplicité. Donc si je prends 12,61 et que je divise par 10,64, on voit que, je fais un petit moins 1, il y a eu une augmentation de 18,5% de 2017 à 2018. Ok, on retient 18,5. Et on va faire pareil pour 2016 à 2017, donc 10,64 divisé par 8,06. Et là, on voit qu'il y a eu une augmentation de 32%. Donc ça fait un écart assez important entre les deux années, mais ça vous montre un petit peu comment l'entreprise elle a évolué au niveau de son BNA, la croissance, par rapport à de 2016 à 2017, puis de 2017 à 2018, et après qu'est-ce qu'on peut en faire en 2019. Donc ce que vous pouvez faire après c'est une moyenne, donc 18,5 plus 32, hop, ça vous le divisez par deux, donc sur les deux années, elle a une croissance de 25%, ce qui est assez énorme quand même, donc voilà. Si vous voulez faire les calculs avec le 18,5, c'est un peu plus sécuritaire, entre guillemets. Euh, sur les sites d'analyse, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez faire les mêmes calculs là on va voir sur Zone Bourse les prévisions qu'ils font. Donc 2019, là, eux, ils disent 14,5. Donc si on fait 14,5 divisé par 12,6, hop, moins 1, on voit que eux ils sont à 15%. Donc vous voyez qu'on est en dessous de ce que les documents financiers pouvaient nous donner comme chiffre. Et là, sur le site de Boursorama, estimation 2019, eux ils nous disent 16% et 2020 11%. Donc vous voyez, ça peut vous donner approximativement une indication. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Ça peut pas se prédire. C'est juste que voilà, ça vous donne une indication de ce qui peut se passer. Donc, on va prendre le pourcentage le moins élevé qui est sur le site par rapport au site de Zone Bourse, où là, entre les deux, on a un calcul de 15%. Ok, et on va calculer donc le PEG. Donc, il nous faut le PER. Pour calculer le PER, on va aller chercher le prix de l'action. Hop, donc là, je le prends dans les documents financiers de l'entreprise. Price Earning Ratio. On va prendre le cours le plus haut. Voilà, comme ça, on ne se met pas dans une situation trop favorable. On pourra essayer avec le cours le plus bas après. Donc PER, ça va être 313,70.
divisé par 12,61. Je crois que c'était ça. Hop, je l'ai à droite là. Ouais, 12,61. Ok, donc on a un PER de 24,88. On va l'arrondir à 24,9. 24,9. Donc si on calcule le PEG, 24,9 divisé par zone bourse nous donnait 15. Vous voyez qu'on a 1,66. Si vous vous rappelez bien, ça veut dire, là, selon le résultat et les données qu'on utilise, ça veut dire que l'action est surévaluée. Maintenant, si on utilise par exemple la moyenne qu'on a trouvée tout à l'heure, entre 2016, 2017, 2017-2018, qui était de 25, vous voyez que là, elle passe sous-évaluée. Donc c'est intéressant de voir ça. On va refaire le calcul en plus avec le cours le plus bas de l'action. Donc là, je pense que c'est 238. 238. Ok, donc 238 divisé par le BNA 12,61. Là, vous voyez qu'on a 18 points. On va l'arrondir à 18,9. Hop. Donc, on calcule cette fois le PEG, 18,9, PER divisé par croissance du BNA. Donc, zone bourse, c'est la valeur la plus conservatrice qu'on ait trouvée, divisé par 15, 1,26, surévalué. Si on prend la moyenne des 2 années qu'on avait prises, qui était de 25%, donc vous vous rappelez, c'était le 18 et le 32, divisé par 2, ça faisait à peu près 25, sous-évalué. Si on prend, je crois que c'est Boursorama, ils sont à combien? Ils sont à 16, surévalué. Donc vous voyez que ce qui est intéressant de voir ici, j'essaie pas de faire une prévision sur LVMH, hein, absolument pas. Ce qui est intéressant de démontrer, c'est qu'en fonction des chiffres que vous utilisez, le résultat du calcul, il va changer. Donc c'est important et intéressant de savoir d'où proviennent les chiffres, lesquels vous utilisez. Comme ça, vous pouvez réfléchir vraiment aux limitations des chiffres que vous utilisez. Et pareil, prenez pas ce résultat trop au sérieux, réfléchissez dans la globalité. Voilà, un ratio, c'est un indice, pas une preuve. Je prends l'exemple de Peter Lynch dans son livre, c'est l'équivalent en français, j'ai le livre en anglais là, c'est l'équivalent en français de Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Il parle de McDonald's et il dit voilà, aux États-Unis, ils se sont étendus et bah, il y a un moment où ils étaient partout aux États-Unis, ok. Et il y a des gens qui se sont dit bah, ils peuvent pas aller plus loin, ils peuvent pas avoir plus de croissance, etc. Bah, ils sont allés à l'étranger. Après, pareil, ils ont lancé les petits déjeuners. Donc ça a contribué à leur croissance. Voilà, donc on peut se poser la question de Peter Lynch, il appelle ça l'histoire de l'entreprise. Comment elle va croître dans les futures années? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux produits? Est-ce qu'il va y avoir plus de ventes? Est-ce qu'ils vont avoir d'autres zones géographiques, etc., etc. Et lier toutes ces connaissances, ça va vous permettre de déterminer à peu près, selon vous, c'est toujours subjectif, la croissance potentielle d'une entreprise ou pas de croissance du tout. Enfin voilà. Donc vous avez vu que là, en fonction des chiffres qu'on utilise, vous pouvez avoir des résultats différents. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous. Ça vous permet de comprendre que ben, les sites d'analyse, quand ils vous donnent des chiffres, vous ne savez pas d'où ça vient, d'où ça sort, ils vous disent rien du tout sur ces chiffres-là. Euh, et vous ne savez pas quels chiffres ils utilisent. Donc c'est important de comprendre ça et d'interpréter ces résultats en fonction de ce que vous savez du ratio, de son calcul, et de ce que vous utilisez pour le calcul. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez du BNA, je reviens là sur les documents rapidement. Vous voyez déjà, là aussi pareil, on a utilisé nous le résultat après dilution. Le BNA, il y a d'autres moyens de le calculer, donc peut-être que vous pouvez obtenir un BNA encore plus faible. Voilà, vous pouvez vraiment vous mettre dans des hypothèses très conservatrices, donc défensives, ou utiliser d'autres chiffres. Donc c'est à vous de voir, mais il faut être conscient. Ce mot est vraiment important, il faut être conscient des chiffres que vous utilisez pour faire vos calculs et que vous utilisez dans vos prévisions si vous en faites. Voilà. À savoir que c'est pas parce que vous calculez qu'il y a une croissance de 10% attendue qu'il va y en avoir une de 10%.